Sur ce podcast, je parle régulièrement de la manière dont l'extrême droite est extrêmement active en ligne. On est très loin de l'image du vieux franchouillard avec sa bouteille de vin et sa baguette dans un mini-village en train de voter l'extrême droite. C'est pas ça l'extrême droite, et d'ailleurs, avec mon invité du jour, on nuance énormément, en particulier sur les personnes qui votent l'extrême droite. Mon invité, justement, c'est Ashraf Ben Brahim. Il est diplômé de l'école de guerre économique et de Sciences Po, c'est un ancien ingénieur du ministère de l'Intérieur, et il a écrit plusieurs ouvrages, dont le dernier est Pourquoi l'extrême droite domine la toile. Et justement, en fait, on essaye de répondre à cette question. Comment ça se fait qu'ils ont été actifs? Pourquoi ils dominent? Pourquoi ils sont beaucoup plus efficaces que les autres partis? Comment ils font pour manipuler l'information sur Internet? C'est quoi les raids numériques et à quoi ça peut ressembler? Vous allez voir, c'est une discussion qui est passionnante parce qu'en fait, on ne le voit pas vraiment quand on n'est pas militant, extrêmement militant. Lui, il a passé 1 an à être militant pour l'extrême droite, donc il est vraiment aguerri à toutes ces techniques. Je vous laisse écouter l'épisode. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Ashraf, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Grégory, nickel et toi? Ça va super. On va parler d'extrême droite et peut-être que la première question que j'ai envie de te poser, avant de parler de digital, c'est de parler du retour politique simplement de l'extrême droite. Comment ça se fait, après la Seconde Guerre mondiale qui est pas si éloignée que ça, que l'extrême droite aujourd'hui représente pas 50% des votants évidemment, parce que sinon ils auraient gagné les élections, mais quand même une part très large de la population, alors qu'il y a encore quelques années, c'était inimaginable. Vaste sujet, et puis ça ne concerne pas uniquement la France, mais toute l'Europe, et même d'autres pays, hein. Mais Je rappelle quand même que même un pays décrit comme la plus grande démocratie au monde, l'Inde, a à sa tête Narendra Modi, qui est un premier ministre influencé par l'extrême droite. Voilà. Les États-Unis avec Donald Trump, et tant d'autres. En France, effectivement, l'extrême droite a toujours fait l'objet d'un rejet. Au sortir de la guerre, évidemment, un certain nombre de fondateurs de partis politiques comme le Front National ont collaboré, ont même combattu avec les nazis au sein de la division Charlemagne, et forcément, c'était pas très glorieux. Malgré qu'il faut pas nier ici une collaboration parfois très poussée de certains Français, et notamment de hauts fonctionnaires, d'artistes, d'ingénieurs, d'entreprises, etc. Et puis par la suite, Charles de Gaulle a fait table rase du passé et a dit que voilà, pour faire avancer la France et pour conserver quand même son personnel technique et administratif, il fallait, entre guillemets, mettre au banc uniquement les plus influents. Donc forcément, voilà, un souvenir très douloureux, et puis évidemment, le ton s'estompe, mais le Front National n'a jamais été off. Ils étaient en stand-by, ils se sont organisés comme ils ont pu, fait leur propagande comme ils ont pu. Moi, la temporalité que je voudrais retenir sur ces dernières années, sinon on va assommer notre auditoire, c'est vraiment c'est vraiment la dédiabolisation du Front National, puisqu'on passe quand même d'un parti extrêmement rétrograde, extrêmement conservateur, extrêmement raciste, à un parti qui met en avant sa préoccupation des couches les plus populaires, les couches les plus touchés par la précarité, par la mondialisation, ce qu'on appelle les perdants de la mondialisation, ceux qui sont le plus touchés par la désertification des services publics, et j'en passe. Et ça, pour moi, c'est pas anodin, puisque le Front National n'a jamais été un parti social. Voilà, c'est un parti identitaire, acquis à la défense des intérêts des commerçants et des petits patrons, donc avec une ligne pleinement libérale, hein, qui grognait même contre l'État-providence. Donc cette dédiabolisation, pour moi, il faut être honnête, a été un succès, hein. L'arrivée de Florent Philippot et un certain nombre de purges, c'est comme ça qu'il faut les appeler, ont été effectuées. Lorsque Marine Le Pen est arrivée au pouvoir avec Louis Alliot et Florent Philippot, ils ont mis dehors les cadres historiques, comme Roger Hollande, les époux Louis II, Karl Lang, Alexandre Gabriac, et puis eux-mêmes par la suite ont créé leur propre parti, qu'ils ont appelé le Parti de la France. Ils ont soutenu Éric Zemmour pour les dernières élections. Et enfin, évidemment, c'est l'époque incertaine que nous connaissons. Là, on va pas se mentir. La France doute. La France aujourd'hui est remise en cause dans sa souveraineté, dans ses acquis, la concurrence aussi des BRICS. Et puis finalement, voilà, on sent bien que le monde n'est plus aussi normé qu'on ne le croit, et finalement tout ça
tout ça crée de l'incertitude, crée du doute. Et puis les récentes crises de confiance envers nos élus ne font que alimenter toute cette crainte. Pour autant, je me refuse à jeter la pierre à ces militants et à ces votants. Mon premier livre portait justement sur 1 an d'immersion dans les partis politiques français. Et pendant 1 an, j'ai milité avec la section parisienne du Front National dans le cadre de cet ouvrage. Et moi, ce que j'y ai vu, c'est pas vraiment des personnes qui étaient convaincues par les théories de la race, du sang, de l'ethnie. C'était vraiment des personnes qui étaient en souffrance, qui comprenaient pas le monde qui vient. Et à ce titre, je chercherai querelle davantage à nos gouvernants qu'au Front National. Pour moi, le Front National n'a absolument pas vocation à gouverner. Et d'ailleurs, Jean-Marie Le Pen l'avait admis dans ses mémoires, lorsqu'il expliquait que lorsqu'il était arrivé au second tour face à Jacques Chirac, il était en panique, il s'attendait absolument pas à être au second tour ni à gagner. Et il espérait secrètement qu'il allait perdre, puisqu'il savait très bien qu'il était incapable de gouverner le pays. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel je ne vais pas m'étaler, mais 3 temporalités. Le premier, c'est que le Front National n'a jamais été off, d'ailleurs tout comme les autres partis politiques d'extrême droite. Deuxièmement, il y a eu un changement de paradigme et puis une dédiabolisation qui a été réussie. Puis troisièmement, une crise institutionnelle, une crise de confiance, une crise électorale, et puis un système, je pense, de la Ve République un peu qui arrive à bout de souffle, mais là on va rentrer dans du droit constitutionnel et on va passer à la prochaine question, je pense. En fait, c'est marrant que tu parles là de dédiabolisation et du fait qu'il soit devenu quelque part un peu plus populiste, je sais pas si on peut dire ça comme ça, parce que l'extrême droite c'est toujours populiste, mais là ils sont devenus un peu plus populistes dans le sens où ils s'intéressent au peuple, et ça me fait réagir parce que là on est le 2 mai, hier on était donc le 1er, et en Italie où l'extrême droite est passée, ils ont supprimé, ils ont rogné, disons, les minima sociaux. Donc on voit bien qu'en fait, et c'est là où je voudrais te faire intervenir, c'est en fait les idées d'extrême droite, même s'il y a eu des diabolisations, en fait ça reste les mêmes, c'est-à-dire qu'en fait les idées qu'ils passent pour être dans la contradiction avec le pouvoir en place ou pour se faire élire, parce que je pense que pour le coup, à la différence de Jean-Marie Le Pen, il y a vraiment une volonté de se faire élire aussi aujourd'hui et une vraie possibilité que ça soit le cas, c'est même très probable. En fait, ce qu'ils disent, c'est pas vraiment ce qu'ils vont faire, quoi. C'est-à-dire que la dédiabolisation, moi j'ai l'impression qu'elle est en surface, c'est qu'elle est pas réelle. Mais je me trompe peut-être. Toi, tu as passé 1 an, donc je me rends pas bien compte. Un an avec eux. Donc, c'est ça, en fait, qui est assez ironique là-dedans. C'est que les idées portées par les dirigeants d'extrême droite, parfois, ne sont pas les mêmes que celles de la base militante. C'est ça qui est incroyable. Lorsque je militais au Front National, et que je parlais avec les élus, ils étaient par exemple clairement convaincus que Marine Le Pen voulait sortir de l'euro, qu'on allait rétablir la peine de mort, qu'on allait réémigrer un certain nombre de Noirs et d'Arabes. Mais la réalité, c'est que voilà, il y a la réalité du pouvoir. Meloni en Italie, elle a accepté évidemment les plans prévus par la Commission européenne et tant d'autres, parce que l'Italie est un État qui malheureusement économiquement ne tient plus la route. Et en fait, il y a le retour du bon sens qui arrive, et ils sont pas non plus idiots pour précipiter leur pays dans une crise qui va déboucher soit sur une guerre civile, soit sur la ruine du pays. Ça s'applique pas uniquement à l'extrême droite, mais même à l'extrême gauche. Lorsque Tsipras est arrivé au pouvoir, tout le monde pensait qu'ils allaient créer une monnaie parallèle. C'était le Bitcoin avant l'heure avec Yanis Varoufakis, etc. Mais il n'en est rien. Pourquoi ? Parce que il y a le retour du réel. Donc, effectivement, je pense que il faut pas confondre les deux, et c'est cela en fait qui finalement rend triste, puisque vous avez des gens qui surfent en fait sur un ras-le-bol, sur un sentiment d'abandon, oui, sur une souffrance qui est réelle, pour finalement s'en servir comme tremplin électoral. Et là-dedans, en fait, et c'est assez remarquable, j'ai déjà traité le sujet, mais il y a très longtemps sur mon podcast, ils ont extrêmement bien surfé sur, c'est le cas de le dire, sur les outils digitaux. Comment ça se fait qu'ils soient si aguerris ? En fait, c'est bizarre parce que quand on pense extrême droite, on pense un peu vieux, réac, tout ça, français, vieux réac avec sa baguette de pain, sa bouteille de vin, et tu vois, à gueuler. En fait, et en fait, la réalité, c'est qu'ils sont extrêmement forts
sur Internet. Et on va rentrer, en fait, toute la discussion, ça va être ça, bien sûr, mais j'aimerais comprendre d'abord comment ça est arrivé, comment ça se fait qu'ils soient si doués par rapport aux autres partis politiques. Alors, j'ai envie de dire, déjà, ils n'ont pas le choix. Aujourd'hui encore, se dire d'extrême droite dans la sphère publique, c'est assez compliqué. J'ai grandi en région parisienne, aller tracter pour Zemmour ou pour Marine Le Pen dans un marché en Seine-Saint-Denis ou à Montreuil, vous allez voir l'accueil que vous allez recevoir. Pareil, je ne vois pas quelqu'un sur LinkedIn mettre que avec son travail de boulanger ou d'ingénieur, il est militant chez le Front National. Non, ça c'est pas. D'ailleurs, maintenant il faut dire Rassemblement National, mais moi je suis un nostalgique, je dis toujours Front National. De toute façon, c'est pareil. Donc voilà, déjà parce qu'ils n'ont pas le choix. Et déjà, le Front National a été le premier parti de France à avoir un site internet. Pareil, sous Marine Le Pen, ça a été le premier parti à mettre en place un espace militant numérique, une cellule de communication numérique et tout un tas de postes de créateurs de contenu pour alimenter la toile. Pourquoi ? Parce que quand vous ne pouvez pas vous exprimer dans la sphère publique, voilà, ils n'étaient pas souvent invités dans les médias, vous ne pouvez pas tenir des meetings, louer des salles, forcément vous vous réfugiez sur quelque chose de virtuel. Et ce ne sont pas les seuls. Mon deuxième ouvrage portait sur la transformation digitale de l'État islamique. Voilà pourquoi l'État islamique était si fort dans sa communication digitale avec des vidéos super bien faites en mode OCS ou Counter-Strike. C'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Voilà, le seul espace d'expression non censuré en plus, parce que maintenant il y a de la modération, mais c'était absolument pas le cas avant, eh bien c'était Internet. Deuxième des points, c'est aussi un savoir-faire. Et c'est ça finalement qui moi m'a animé dans l'écriture de ce troisième ouvrage, c'est que j'ai été vraiment bluffé par la maîtrise numérique d'un jeune de 20 ans comme un papy de 80 piges. Surtout dans ce que j'appelle les trolls. Voilà. Moi, quand j'ai fait un peu la sociologie de certaines personnes qui venaient me répondre sur Internet ou sur Twitter, quand exprès je mettais un propos qui s'inscrivait en faux contre le grand remplacement, etc. Eh bien, directement, je voyais un peu la sociologie des personnes et avec l'OSINT, ce qu'on appelle l'OSINT, l'Open Source Intelligence, j'arrivais à regrouper et à trouver les véritables profils qui se cachaient. Et ça, c'est pas nouveau, puisqu'encore une fois, toute cette expérience qui a été acquise au fur et à mesure des années, voilà, a été aujourd'hui érigée en un statut professionnel. Et puis, troisièmement, eh bien, c'est l'avènement du plug and play. Donc, qu'est-ce que le plug and play ? Eh bien, aujourd'hui, nous avons à disposition du matériel que vous branchez et directement, en fait, il fait le job. Là, on est en train d'enregistrer un podcast. Ni moi ni toi ne sommes des ingénieurs du son. Pourtant, nous allons avoir un très bon son avec un équipement abordable et facilement configurable. Eh bien, c'est pareil pour l'extrême droite. Il n'y a plus besoin d'être une chaîne de télévision pour avoir des caméras. Il n'y a pas besoin d'avoir un studio télé pour faire du live ou avoir une web TV avec OBS, avec Focusrite, avec Blackmagic. On crée avec 500 € un mini studio de production. Donc voilà, une avance numérique, une formation des militants et surtout, d'ailleurs je le mettrai à équivalence avec la formation des militants, mais l'avènement du plug and play qui permet aujourd'hui d'être viral très rapidement et pour pas cher. Est-ce que, c'est une assumption que je fais, c'est-à-dire que moi je te dis l'extrême droite est très en avance par rapport aux autres partis. Est-ce que c'est forcément le cas ? Est-ce que par exemple la NUPES ou je sais pas comment s'appelle le parti au pouvoir, pour moi c'est En Marche, mais bon bref, LREM LREM, ou la droite, la gauche, Parti socialiste, parti de droite, est-ce qu'ils sont aussi forts en numérique ou est-ce que c'est plus grossier ? Parce que moi j'ai l'impression qu'on les voit bouger, en particulier on reviendra sur Twitter, mais quand on les voit bouger, on les voit quoi en fait, alors que l'extrême droite c'est beaucoup plus insidieux et on les voit pas nécessairement, ça marche, j'ai l'impression que c'est plus efficace en fait. Mais parce que l'extrême droite, finalement, n'est pas organisée autour d'un parti politique, mais plutôt autour d'idées. Je prends l'exemple de quelqu'un comme Baptiste Marché, qui est un influenceur d'extrême droite, voire quelqu'un comme Julien Rochdy. C'est des personnes qui vont pas militer pour un parti, bien que parfois ils appellent à voter pour un candidat, mais c'est des gens qui vont passer par autre chose que la politique pour agréger un public et du contenu. Ça va être des vidéos sur le virilisme, des vidéos sur la gastronomie,
des vidéos sur l'expatriation, des vidéos économiques. Donc finalement, ils arrivent à capter un public assez large. Et forcément, lorsque vous faites de la politique en parlant d'autre chose que de la politique, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus attrayant qu'un meeting de 1 heure sur la politique européenne de la France. Voilà. Deuxième point, oui, bien sûr, l'extrême droite domine la toile et il suffit de voir aujourd'hui le nombre d'influenceurs et de clics d'extrême droite versus ceux de gauche ou d'extrême gauche. Il n'y a pas photo. J'en ai dénombré à peu près 50 qui atteignent facilement le million de vues et ils sont cités dans le livre, alors que bon, à l'extrême gauche, il doit y avoir quelqu'un comme Usul qui dépasse pas les 300 000 ou 400 000 abonnés et qui est pourtant lancé par des médias comme Mediapart, etc. Donc oui, la comparaison, ici, elle tient pas. L'extrême droite est beaucoup plus présente et beaucoup plus professionnelle et beaucoup plus mobilisée que la gauche. Mais là, nous parlons numériquement. La campagne de Jean-Luc Mélenchon sur les 2 dernières était une réussite d'un point de vue digital, puisqu'ils ont réussi à diversifier, ils ont réussi à créer des plateformes. J'ai le souvenir en 2017 même d'un jeu vidéo, voilà, inspiré de Mortal Kombat, avec Jean-Luc Mélenchon qui secouait Jérôme Cahuzac pour lui faire rendre l'argent et qui arrivait à se transformer en Super Saiyan 2 une fois que vous aviez secoué suffisamment d'argent. Voilà, mais ça reste en fait trop cantonné à la sphère politique. Voilà, c'est-à-dire hors période d'élection, ils sont invisibles. Alors que l'extrême droite, il n'y a pas une semaine sans qu'il n'y ait pas l'imposition dans le débat public ou sur les plateaux TV, à commencer par Twitter, sur le voile, sur tel scandale, la compromission de tels élus avec l'islam radical, parce que derrière, en fait, ils arrivent à se mobiliser. Et lorsque un influenceur, on va dire, sonne le tocsin avec des hashtags, etc., on l'a vu dans l'affaire Lola, voilà, eh bien, quel que soit finalement disons, le soutien et l'orientation de cet influenceur-là, eh bien, il sait qu'il doit donner de la force sur ce hashtag-là. Donc, on peut rentrer dans le détail, mais oui, la comparaison ne tient pas. On va revenir sur Lola, mais avant tout, quand tu parlais tout à l'heure de parler de sujets qui ne sont pas directement politiques et qui le font au cours... Enfin, tout au long de l'année, finalement, ça m'est pensé à cette fille, alors je n'ai plus son nom de famille en tête, mais qui s'appelle Thaïs, qui est très présente sur... voilà, Thaïs Descuffon, qui est très présente sur TikTok, qui a été invitée dans Touche pas à mon poste par Cyril Hanouna, j'ai vu ça dernièrement, et en fait, qui parle de sujets, et en fait, c'est très étonnant, parce que la manière dont elle parle, tu pourrais presque être d'accord avec elle, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses où tu te dis, ah, elle a pas complètement tort, et en fait, elle est très jeune, c'est une très jolie jeune fille, et en même temps, derrière, on voit bien, et j'étais content de la retrouver dans ton livre, que finalement, elle défend les mêmes idées, quoi. Il faut pas oublier que c'était l'ancienne porte-parole de Génération Identitaire, donc bon, je veux dire, c'est pas très difficile de comprendre son orientation politique. Oui, effectivement, on s'attend toujours à voir le militant d'extrême droite comme le cassos du fin fond de la France avec sa baguette et ivrogne avec le nez rouge qui dit ça l'arabe, ça le noir. Mais non, il faut se mettre à la page. C'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus nuancé. Et moi, je ne fais pas le procès parce que lorsque tu disais oui, mais parfois on peut être d'accord avec elle, mais bien sûr, si demain Éric Zemmour dit le mur qui est en face de moi il est blanc, je vais pas lui dire il est noir parce que c'est Éric Zemmour, ça n'a pas de sens. La question finalement c'est la finalité de l'argument. Voilà. Quand on vous dit que, je sais pas moi, si vous allez à Barbès à 1h du matin parce que faut pas y aller parce que habillé court parce qu'effectivement vous risquez de vous faire agresser. Je pense pas que ça soit faux, mais en revanche, il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de dire, OK, puisque on peut plus aller à Barbès à 1h du matin, alors Paris est une ville grand remplacée, alors il faut réimmigrer les Algériens au bled. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on peut être d'accord avec un certain nombre de constats, mais le problème, c'est derrière, qu'est-ce que ça implique finalement? Donc, c'est beaucoup plus, effectivement, c'est beaucoup plus nuancé. Et puis, il faut complètement rompre avec cette idée que pour être d'extrême droite, il faut être ivrogne avec, vous savez, le pitbull et des photos de Charles Aznavour ou de je ne sais quel chanteur des années précédentes. Et là, j'avoue volontiers mon ignorance de la variété française. Johnny Hallyday, pardon.
Voilà, Voilà. par exemple. Mais belge, mais oui, variété française Oui, quand mais même. c'est l'idole de. Euh, Voilà. complètement. Euh, tu commences le livre par l'affaire Lola. Euh, D'abord, pourquoi tu fais ça et en quoi c'est emblématique cette affaire Lola? Peut-être tu peux rappeler les faits pour ceux qui ont oublié. Je suis pas sûr que. Je pense que ça a pas mal marqué. Donc, et puis c'est Oui, assez récent, mais. oui, donc une jeune fille de concierge Lola qui se fait tuer, égorger et puis enfermer dans une valise par une immigrée algérienne qui était sous OQTF, donc obligation de quitter le territoire français, donc elle aurait dû être expulsée. Très vite, eh bien l'extrême droite va faire ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire surfer sur le phénomène. L'indignation, elle est légitime, sauf que eux, évidemment, ils ont très bien calculé leur coût, puisque très vite, Samuel Lafont et un certain nombre de militants d'Éric Zemmour vont acheter des noms de domaine, Justice pour Lola, etc., envoyer des pétitions à signer, comme ça ils récupèrent les adresses mail, puis ensuite militer pour les idées du parti Reconquête, avec des hashtags, avec des redirections, avec des appels à relayer, etc., pour faire remonter finalement le mot en top tendance sur Twitter. Et ça dit tout, vraiment tout, de la capacité à récupérer, à s'organiser et à créer de la viralité. Hmm. Et il y a un truc que j'ai pas dit tout à l'heure, mais ça me semble important, et je pense que tu l'as mentionné, mais tous les gens qui votent extrême droite aujourd'hui ne sont pas forcément des personnes qui sont racistes, ne sont pas forcément des personnes... Enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus... Enfin, je pense que tu as bien appuyé Oui. dessus, mais c'est important de le dire. C'est plus complexe que ça, évidemment. Simplement, il y a de la misère sociale. Et ça, j'aimerais bien qu'on parle aussi de la situation. Et donc, ils surfent là-dessus pour pouvoir défendre d'autres idées. Mais finalement, moi, je mets surtout pas le... Mhm. Je veux certainement pas blâmer les gens qui votent extrême droite, quoi. Enfin, en tout cas, pas tous. Quiconque blâmerait ou essayerait de ridiculiser ou de moquer ces gens me trouvera en face de lui, parce qu'encore une fois, moi j'étais à leur contact, j'ai tracté avec eux, j'ai essayé d'entendre leur colère et leurs inquiétudes. Voilà, pour moi, la préoccupation première, c'est pas l'ethnie, c'est pas la race. Alors il y en a, hein, bien sûr, il y en a. Bien sûr. C'est pas le sujet, mais ce n'est pas en fait en leur apposant une étiquette sur le visage ou en disant que vous êtes d'affreux racistes qu'on résoudra le problème. D'ailleurs, il y avait un très bon sociologue qui s'appelait Norbert Elias qui disait le sociologue est un chasseur de mythes. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire tout au long de ma modeste carrière d'auteur en sciences politiques, c'est que j'essaie d'aller sur le terrain et de dialoguer directement pour essayer de tirer l'essence de cette conviction militante. Voilà. D'ailleurs, lorsque j'étais invité sur le plateau du Grand Journal à l'époque où Natacha Polony et Jean-Michel Apathy officiaient, alors très vite, hein, on est venu me dire alors le Front National, comment c'était, puisque je m'appelle Ashraf, d'origine maghrébine, tout ça, c'est comment? Et je leur ai dit, mais moi, ces sujets-là ne m'intéressent absolument pas. Moi, ce que je veux mettre en avant sur votre plateau, justement, c'est jusqu'à quel point on y est arrivé pour que des gens vous disent, je m'en fiche que ça soit le Front National ou le Rassemblement National ou un autre parti qui passe, pourvu qu'il n'y ait plus un tel en face. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de vote de conviction. Et en fait, la démocratie meurt quand il n'y a plus de vote de conviction. Si on regarde les scores de Marine Le Pen en Martinique et en Guadeloupe, mais voilà. Je veux dire, tout est visible. Pourquoi? Parce que la seule volonté, c'était de mettre dehors Macron. C'est ça la réalité. Donc, c'est pas une époque qui est facile. Clairement, je veux dire, même le débat politique, de façon générale, il est mort en France. Moi, je me rappelais des débats enflammés sur On n'est pas couché, sur Ce soir ou jamais avec Frédéric Tadei, etc. Dans les facs aussi, où ça débattait, ça faisait des manifestes, on échangeait véritablement. Aujourd'hui, c'est fini. Je veux dire, les débats d'aujourd'hui, c'est du clash, c'est vraiment, on rend pas service en fait à la démocratie et encore moins à la circulation du savoir et du savoir politique et métapolitique en général. Je vais revenir sur cette histoire de l'impact, enfin, du rôle des politiques et des journalistes. Mais avant de faire ça, parce que tu parles des Noirs et des Arabes qui votent pour le Front National ou le Rassemblement National, je voulais faire mention à Patrick Donte, auquel tu fais référence dans le bouquin, qui est un rappeur noir, C'est ça, métis en tout cas. Voilà, Tepa, qui habitait juste à côté de chez moi, parce qu'elle était à Épinay-sur-Seine, moi je suis à Saint-Gratien, donc c'est vraiment la ville d'à côté, Okay. et qui, alors qu'il était rappeur noir,
a tenu pendant des années un média d'extrême droite. Et ça, c'est aussi un peu étonnant, enfin, parce qu'il a énormément participé finalement enfin, de ce que je comprends en tout cas, il a énormément participé à l'essor du développement, à l'essor du mouvement, Rassemblement national ou du mouvement de l'extrême droite sur le digital. C'est ça. Donc, paix à son âme, hein, Patrick Donte. C'était la première web TV sur Internet, là encore avec des moyens très sommaires, très limités. Pourtant, il dépassait facilement les millions de vues, là où des médias comme LCP et d'autres chaînes subventionnées arrivaient en tout cas très péniblement à atteindre les 100 000 vues sur des plateformes à l'ancienne comme Dailymotion, etc. À la base, c'était pas vraiment une chaîne d'extrême droite, c'était plutôt une chaîne un peu conspi. Il faut dire la réalité. Vous aviez des gens qui prétendaient qu'il y avait des rituels occultes, satanistes, machin chouette en politique. Bon, voilà, le truc classique. Tout le monde venait sur Meta TV. Et d'ailleurs, plusieurs aujourd'hui influenceurs et auteurs d'extrême droite doivent leur lancement à Tepa et à Meta TV, comme Daniel Conversano, comme Soral, comme Papacito, etc. Meta TV était vraiment une caisse de résonance. Et puis par la suite, évidemment, la chaîne a dérivé et puis est devenue complètement d'extrême droite avec des idées voilà, très très borderline. On invitait des personnes comme Robert Faurisson sur la négation de la Shoah, etc. Mais aussi parce qu'il y avait un public, c'est ça la réalité. C'est que les millions de vues qu'ils faisaient, c'était pas uniquement des gens d'extrême droite, c'est que finalement, pour une fois, il y avait des débats que personne en fait n'osait faire, non pas parce qu'on en avait peur, mais parce que vous pouvez pas faire venir sur un plateau quelqu'un qui vous dit que les chambres à gaz n'ont pas existé, nier la souffrance de millions de personnes et puis en faire une émission. Enfin, ça n'a complètement aucun sens. Je veux dire, même par respect pour la mémoire de ces gens et pour leurs enfants et leurs petits-enfants, pour moi, c'est pas concevable. Mais lui, il le faisait. Des personnes qui n'avaient pas spécialement de background ou un savoir vraiment éprouvé venaient étaler leurs théories. Et puis finalement, voilà, c'est top quand vous invitez quelqu'un qui vous dit que Macron est un sataniste et que Macron est un homme, ça va faire du clic, que vous soyez d'extrême droite ou pas. Donc bon, mais voilà, en tout cas, oui, Meta TV, c'était vraiment un cas à part. Et puis, il faut savoir que Tepa, donc Patrick Donte, se définissait comme un noir pleinement assimilé, pleinement intégré. Et en cela, c'est vrai qu'il était très apprécié de certains suprémacistes blancs, comme Daniel Conversano, etc. Parce que c'était quelqu'un qui était ouvert au dialogue et qui finalement était capable d'embrasser la cause identitaire alors qu'il était lui-même métis. Et il le disait lui-même, j'ai jamais mis les pieds au Gabon, je ne connais rien de l'Afrique, je crois qu'il est parti une ou deux fois au Gabon maximum, et qui se définissait avant tout comme français. Donc c'est très complexe, vous voyez, c'est très très complexe. C'est pas les Noirs contre les Arabes ou alors les Blancs contre le reste. C'est vraiment plus nuancé que cela. Et puis il y a aussi des alliances de circonstances. Lorsque vous êtes diabolisé parce que vous êtes conspi et que de l'autre côté vous n'êtes pas spécialement d'extrême droite mais que vous êtes négationniste, forcément, on va dire au nom du front du complot ou le front de la répression, rejetés, le rejet peut susciter finalement une alliance et c'est pas étonnant. Moi, je dis pourquoi est-ce que j'ai écrit ce troisième livre. Je sais pas si on peut y accorder une minute, mais après avoir sorti mon deuxième livre sur l'État islamique, j'étais très surpris de voir à quel point les djihadistes et certains militants d'extrême droite étaient d'accord, alors qu'on pourrait croire que tous les opposent, puisque d'un côté ils sont chrétiens, ou alors athées mais attachés au legs civilisationnel chrétien, les autres sont musulmans. Eh bien non, ils sont tous les deux homophobes, tous les deux antisémites. Le djihadiste vous dit, vous êtes musulman, vous n'avez pas à vivre dans une terre de mécréants. Le militant d'extrême droite, il vous dit, oui, oui, tout à fait, vous devez vivre dans un pays musulman, retournez chez vous. Ah bah, le djihadiste, il est content. Et le militant d'extrême droite aussi. Donc ça crée forcément des atomes crochus, à tel point qu'il y avait une revue d'extrême droite qui s'appelait le Lys Noir, qui remerciait Abdelhamid Amaoud pour son travail, entre guillemets, car il démontrait pleinement la non-compatibilité de ces deux civilisations, et qu'il avait raison, il fallait que les musulmans quittent la France pour un pays musulman, et c'était très bien. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis intéressé à l'extrême droite, et puis ce faisant, j'ai
j'ai enquêté sur cette transformation digitale. Mais voilà, il y a effectivement le front du rejet, et Meta TV en était la parfaite incarnation. Hmm. Et en fait, il y a aussi cette pensée, en tout cas cette idée qui est diffusée, qui dit que, en fait, quand l'État islamique fait un attentat, ça favorise l'extrême droite. Et en faisant ça, en fait, quelque part, il crée une crispation entre les Arabes qui sont devenus musulmans après 2001, quoi, globalement, en fait. Avant, on parlait des Arabes, touche pas à mon beurre, etc. Ils sont devenus musulmans. D'un coup. Et en fait, avec les attentats, on crée de la crispation entre les deux. Et finalement, ça va aux deux. C'est-à-dire, en fait, d'un côté, ils ont, quelque part, les djihadistes, ils ont tout intérêt à ce que l'extrême droite se développe d'une certaine manière. Enfin, c'est un peu bizarre. Ça va même plus loin. Omar Homsen, le plus gros recruteur et pourvoyeur de djihadistes français pour Al-Qaïda et l'État islamique, a appelé à voter sur France 2 dans Envoyé spécial pour Marine Le Pen. Waouh. Alors pourquoi, me Ah oui, c'est direz-vous? fort. Parce qu'il considère que c'est quelqu'un qui n'est pas hypocrite et qui préfère quelqu'un qui dise que je t'aime pas plutôt que quelqu'un qui dit je te kiffe et je fais autre chose. Et parce que, selon lui, Marine Le Pen n'a aucune volonté d'avoir une ingérence dans les partis du Moyen-Orient. Si bien que il pourrait s'y développer un califat ou une république islamique et l'Occident n'aurait pas son mot à dire avec des présidents et des dirigeants comme Marine Le Pen. Deuxième point, je suis désolé, j'ai peur d'être caricatural, mais il faut pas le voir parce que je m'appelle Ashraf Ben Brahim, mais c'est une réalité. Les premiers à subir les attentats et les islamistes, c'est les musulmans eux-mêmes dans leur pays. Je peux comprendre qu'effectivement, lorsque il y ait des attentats en Europe, il y a 10, 20 morts, voire plus, et c'est horrible et ça émeut, mais 10, 20 morts, c'est rien pour l'Irak, pour l'Afghanistan, où des chiites meurent par milliers chaque année dans des attentats, dans des rassemblements, dans des mosquées, etc. Enfin, c'est ça qu'il faut comprendre. J'ai eu la chance dans ma vie de pouvoir voyager. J'ai eu la chance, encore une fois, de dialoguer aussi bien avec des militants d'extrême droite qu'avec des militants d'extrême gauche, des salafistes, des djihadistes, etc. Donc, finalement, je sais à quel point en France, il est difficile, en fait, de s'extirper et d'avoir du recul sur ce qui se passe ailleurs. Mais je le dis parce que c'est une réalité. Oui, les premiers à souffrir du fléau islamiste, ce sont les musulmans eux-mêmes dans leur pays. Voilà. Allez dire à un Algérien s'il n'a pas souffert de la décennie noire durant la guerre civile algérienne entre islamistes et la société civile. Voilà. Autre point aussi sur lequel je voulais revenir, c'est finalement l'impossibilité aujourd'hui, et en tout cas, c'est comme ça que je le définirais, puisque je suis un Français de relativement fraîche date, j'ai été naturalisé en 2015, à tel point finalement, tous ces discours de vous êtes Français, quelles que soient vos origines, quelles que soient vos confessions, sont des paravents et un peu fragiles. C'est-à-dire qu'il a fallu que 2-3 cassos se fassent sauter en France et commettent des attentats pour que immédiatement on remette en cause l'appartenance de certaines personnes qui sont là depuis des générations. Moi, c'est ça que j'ai trouvé assez laid, même si il faut saluer une certaine résilience de la France, mais je m'attendais quand même à moins de problèmes que ça. C'est-à-dire, voilà, vous regardez aujourd'hui le profil de certains djihadistes, je vois pas en fait comment croire un seul instant que ce sont des personnes représentatives d'une communauté ou d'un certain nombre de Français. D'ailleurs, pour l'anecdote, lorsque j'ai écrit mon deuxième livre et que je faisais des entretiens avec certains djihadistes, ils me disaient tout sourire que lorsqu'il y avait des attentats à faire en France, on essayait d'envoyer prioritairement des Arabes et des Noirs pour encore bien fracturer la société, alors que les Syriens et les Irakiens n'en peuvent plus des convertis blancs qui viennent leur dire comment être musulman, comment s'habiller, et qui viennent justement appliquer des peines écorporelles et sadiques sur eux. C'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire qu'ici, ils disent encore un noir, un arabe qui s'est fait sauter musulman, alors que là-bas, on n'en peut plus des Martin et des Hugo qui viennent nous dire ce que doit être l'islam. Et pour eux, ça a été très violent. Ils avaient en face d'eux des gens qui ont connu l'islam en prison avant-hier et qui viennent leur dire c'est quoi être musulman, et les forcer à s'habiller de telle manière, prier de telle manière, penser de telle manière, alors que c'était entre guillemets des blancs. D'ailleurs, je rappelle à notre sympathique et bienveillant auditoire que les 3 djihadistes les plus dangereux de l'État islamique étaient Fabien Klein, Thomas Barnoin et Adrien Guial.
Hmm. Donc bon, mais je pense que voilà, la France malheureusement n'a pas su faire corps autour de ces événements. On peut avoir tout un ensemble de débats sur l'islam, sur la charia, sur les hadiths, etc. Mais la réalité, c'est que souvent, c'est un dialogue entre deux personnes, ce qu'on appelle le café du commerce, le bistrot du coin. Ni moi ni toi ne sommes imams ou théologiens, donc voilà. Et pourtant, sur les plateaux Complètement. TV, on défilait un certain nombre d'escrocs intellectuels, des faussaires, qui savaient même pas faire la différence entre Al-Qaïda et État islamique, qui ont pris la parole et qui ont essayé de dire, mais ça, c'est le résultat de je ne sais combien d'années d'immigration, l'échec de l'intégration, mais non. D'ailleurs, je vais être franc, le djihad français n'est pas un djihad de conviction, c'est un djihad de désœuvrement. On regarde le profil de ceux qui ont rejoint les rangs de l'État islamique. Alors pas tous, bien sûr, mais l'immense majorité, c'est des personnes qui avaient connu la prison, qui étaient déscolarisées, qui n'avaient tout simplement pas un avenir en France, en tout cas du moins social, et qui ont été très très bien récupérés par l'État islamique et Al-Qaïda, parce que c'est des profils géniaux. C'est-à-dire c'est des gens qui n'ont rien à perdre. D'ailleurs, ce que faisait Al-Qaïda ou l'État islamique, c'est qu'ils les mettaient en première ligne systématiquement. Voilà. Et en plus, comme en France, on n'a pas de service militaire, contrairement à des combattants tchétchènes, et en plus, on est accommodé à un certain luxe de vie. Quand ils se sont retrouvés sur l'âpreté du terrain de combat irako-syrien, je peux vous dire que c'était pas très utile. Donc même les djihadistes eux-mêmes se plaignaient d'avoir des djihadistes européens parce qu'ils n'étaient pas très bons. Donc c'est ce genre de débat, ce genre d'échange que j'aurais voulu avoir moi à titre personnel sur le plateau TV lorsqu'on m'a invité, mais je voyais bien que voilà, la société, tout ce qu'elle voulait, c'était il faut condamner, Hmm. qu'est-ce qu'on a mal fait, etc. Je peux comprendre la réaction émotionnelle, mais ce qui m'a fait le plus mal, c'était de voir des gens, on va dire, voilà, poser certaines questions que je trouvais dérangeantes et remettre en cause l'appartenance à ce pays, alors que certains, leurs parents, leurs grands-parents, ils sont nés, et en plus ils connaissent rien, on va dire, de l'Irak et de la Syrie, être remis en cause. Pourquoi? Parce que deux, trois cassos ont fait Hmm. ces horribles attentats. Moi, c'est plus ça qui m'avait frappé. Mais bon. On va revenir à l'extrême droite parce que là, on a fait du coup une grosse parenthèse sur les djihadistes, mais en même temps, c'est hyper intéressant d'avoir ton point de vue. Mais parce que les deux C'est se nourrissent, les... pardon de t'interrompre, mais c'est vrai, les Ouais. deux se nourrissent. Les deux, en fait, ont connu l'ascension numérique, les deux s'entre-nourrissent, et puis les deux provoquent les mêmes réactions. Alors pas Hmm. les mêmes, mais le même phénomène émotionnel et les mêmes, on va dire, les mêmes conséquences sur le long terme, à savoir une société fragmentée. Hmm. Voilà. Pour toi, dans ton analyse, c'est quoi les outils qu'utilise l'extrême droite sur le digital? Pourquoi ils sont si forts? Et en particulier, je voudrais qu'on revienne sur Twitter et peut-être sur l'astroturfing, Mhm. ce que toi t'appelles des raids numériques. Mhm. Enfin, les raids numériques, j'imagine que c'est plus large Mhm. que juste l'astroturfing, mais euh, c'est quoi les... Enfin, pardon, je t'ai posé dans l'ordre. C'est quoi les outils qu'ils utilisent? Et Mhm. ensuite, on ira sur pourquoi Twitter, c'est quoi l'astroturfing, c'est quoi les raids numériques? Très bien. Clairement, c'est Twitter qui, pour moi, est la clé de voûte de cette montée. Pourquoi? Non pas parce que c'est là où se trouvent le plus de vues, le plus de gens, mais parce qu'en fait, sur Twitter, c'est un réseau, on va dire, professionnel. Et la quasi-totalité des journalistes et des décideurs s'y trouvent. Par conséquent, lorsque ils arrivent à déclencher finalement un raid numérique, on va y revenir plus tard, c'est-à-dire arriver à mettre en tendance un phénomène, un mot, forcément, qu'est-ce que se dit le journaliste Eh ben, il faut en parler, puisque ce mot-là est en top suite. Donc en fait, finalement, cette polémique prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. L'exemple avec l'affaire de la prison de Fresnes, où il y avait une association qui faisait des jeux, etc., dans les prisons. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Ouais. Si, je vois. Et puis t'en Voilà. parles dans le livre, donc du coup, je... Voilà. Ah, très bien. Bon, tu es un lecteur averti Non, non, mais et un je lecteur lis. sincère. Bravo. Voilà, exactement. Donc, au final, si on n'en avait pas parlé sur Twitter, là où se trouve justement, à tel point que même Éric Dupond-Moretti et son cabinet ont dû réagir, donc forcément, derrière, ça prend de l'ampleur, parce que, puisqu'on en parle sur Twitter, et c'est là où se trouvent, encore une fois, les journalistes, les éditorialistes, alors finalement, ça vient à l'ordre du jour. Deuxièmement, comme outil, évidemment, c'est YouTube. Aujourd'hui, d'ailleurs, pour moi, YouTube est même plus puissant que la télévision, puisque avec une chaîne YouTube, vous pouvez toucher tout le monde, n'importe quand et n'importe où. Euh, Honnêtement, ils maîtrisent très bien les outils de création.
les vlogs, les podcasts, etc. Et je dirais en trois, le financement. La réalité, c'est celle-là, c'est qu'ils arrivent à agréger des centaines de milliers d'euros. D'ailleurs, la plupart en vivent, hein, que ce soit Daniel Conversano, que ce soit Alain Soral, que ce soit Dieudonné, et tant d'autres, avec Tipeee, avec Tipeee Stream, avec PayPal, et puis derrière la rentabilisation de cet auditoire, avec des ventes de livres, des formations d'ailleurs. Je prends l'exemple de Daniel Conversano qui a même ouvert une agence de rencontres matrimoniales pour, on va dire, accentuer la blanchité de la civilisation européenne entre les femmes de l'Est et des Français qui sont en déshérence ethnique ici. Donc voilà, c'est tout un écosystème qui arrive à faire la jonction entre le réel, comme je l'ai dit, les rencontres, les forums, les salons, la vente de livres, les formations et le numérique, et ils sont très solidaires. Pourquoi solidaire? Eh bien, l'exemple, c'est le raid numérique. C'est ta deuxième question. Qu'est-ce qu'un raid numérique? Eh bien, c'est simple. On va isoler, on va dire un phénomène, comme l'affaire Lola. Directement, en fait, dans les boucles Telegram et WhatsApp, le mot d'ordre, ça va être de tweeter et de poster ce hashtag-là. L'algorithme, forcément, quand il voit qu'il y en a beaucoup, bah, il les fait remonter en top. Et puis, d'un coup, forcément, on croit qu'il y a énormément de gens qui sont d'accord avec ce phénomène ou ce fait-là, alors que c'est l'œuvre d'une centaine de militants ou soit de partisans, voilà, soit de bots même parfois. Et c'est aussi le cas pour, on va dire, des personnes physiques, c'est-à-dire c'est pas uniquement un hashtag, c'est aussi quelqu'un qu'on va sommer de répondre, c'est-à-dire quand par exemple Damien Rieu va marquer quelqu'un en disant cette personne-là a loué une mosquée à je ne sais quelle dans je ne sais quelle ville, tel élu a loué une mosquée, regardez ce que ça fait, etc. Bah forcément derrière, tout le monde comprend qu'il faut aller prendre à la gorge cette personne-là, le mentionner, le retweeter, le dénoncer, etc., etc. Et puis derrière, ça crée un phénomène. Et puis on connaît la suite. C'est repris sur CNews. La personne est invitée à Touche pas et mon poste. Et banco. Ah, c'est très efficace. Moi, je dis bravo. C'est ce qu'on appelle de l'astroturfing. En gros, l'astroturfing, c'est ça. C'est en fait, tu prends un fait divers n'importe lequel, tu fais avoir beaucoup de gens qui retweetent le truc, ce qui fait que ça monte en top trend. Du coup, tu as un politique local qui va finir par s'intéresser au sujet. Du coup, ça va passer dans un média local, ça va passer sur un média régional, média national, et tu te retrouves avec un fait divers XY, ça peut être un arabe à voler une pomme, qui va être à la une du Figaro du Monde, alors qu'en fait, c'est un non-sujet. Mais parce que ça a été très bien organisé, très bien orchestré, alors ça remonte. Il y a aussi ce que... Tu parles de Frances Haugen dans le livre. Il y a aussi ce que Frances Haugen a dénoncé, c'est-à-dire qu'en fait, les propos les plus... binaires, finalement c'est ça, hein, les plus durs, ils sont favorisés par les algorithmes. Alors d'abord parce qu'évidemment les propos binaires ils ont tendance à générer du like, à générer du commentaire ou du partage, mais aussi parce que pour les plateformes, en tout cas pour Facebook, c'est ce qui génère le plus de revenus. Il y a aussi cette partie-là, non? Enfin là on a parlé de YouTube et Twitter, mais t'as la même chose sur Meta finalement. Oui, c'est vrai que la rampe de lancement, ça a été Facebook. Dites-vous, c'était incroyable. Un réseau social où vous pouvez publier, et encore une fois, il n'y avait pas de modération à l'époque, vous pouviez avoir 5000 amis, vous pouviez faire des lives, vous pouviez, en plus, ça combinait une messagerie instantanée. Donc, c'était vraiment le top. C'était une plateforme centralisée pour créer du lien, pour créer des groupes, pour partager des photos, des vidéos, pour chatter en direct. Donc, bien sûr, ça a été noyé de contenu. Et forcément, comme tu l'as dit, eh bien, les algorithmes vont favoriser les sujets les plus binaires parce que ça génère du clic. Et qui dit générer du clic, génère de l'adhésion. Ce sont des datas qu'on va pouvoir revendre. Hein. Je rappelle que l'or nord du XXIe siècle, c'était pas le pétrole, c'est la data. On va pouvoir modéliser, on va pouvoir faire des expériences, etc. Donc évidemment, voilà, ce sont des boîtes qui ont vocation à faire de l'argent, hein, au cas où je le rappelle. Hein, voilà. Non mais on l'oublie parfois. Ce sont des entreprises privées qui sont cotées en bourse. Donc forcément, il y a une logique de rente derrière. Et c'est pour ça que lorsqu'ils ont été mis au pied du mur, Twitter, par exemple, a été incapable de se justifier sur comment faire ou pourquoi son algorithme était devenu aussi sensible et laissé aussi facilement mettre en avant les propos et les comptes d'extrême droite en valeur. À tel point d'ailleurs que il n'y a pas si longtemps, ils ont fait une expérience avec un bot
avec une IA. L'IA est devenue raciste et antisémite en même pas une heure. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça m'avait fait bien rire, Bien sûr. cette histoire-là. Mais voilà, donc il y a une logique de rente et ils ont super bien su l'exploiter, mais parce que encore une fois, ils avaient de l'avance. Voilà. Le premier parti à avoir atteint, je crois, les 1 million de likes ou un truc comme ça, ou un certain nombre d'abonnés, les 500 000 abonnés, encore une fois, c'était le Front National à l'époque. Mm. Et un nouveau. Mm. Et, Vas-y, pardon. non, c'est juste Non, pour j'allais conclure dire, sur ils ont ça. beaucoup utilisé aussi. Vas-y, pardon. Non, c'est ça, c'était voilà. Encore une fois, cette supériorité s'illustre merveilleusement bien. Ils étaient en avance, cette avance leur a donné l'assise et le savoir-faire d'aujourd'hui. Ce n'est qu'une continuité finalement. Ils sont aussi beaucoup allés sur les forums, si je me trompe pas trop, en particulier jeuxvideo.com. 12-25. Et voilà, exactement. Mais quand on parlait tout à l'heure de... comment on appelle ça? Pardon, d'astroturfing, en fait, quelque part, enfin, c'est même pas quelque part, hein, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation de l'information et c'est de la manipulation des médias. Et en fait, finalement, les médias et les journalistes sont un peu coupables malgré eux, d'une certaine manière, parce que eux aussi ils doivent rentabiliser. Et eux aussi, ils ont besoin d'avoir des faits ils ont besoin que ça fasse du clic. Bien sûr. Et ils ont compris les algorithmes quelque part. Donc en fait, quand ils reprennent un fait divers qui fait débat, voilà, qui est remonté de manière un petit peu, enfin même de manière complètement manipulatoire par l'extrême droite, en fait, eux, ils font le jeu de l'extrême droite et en même temps, ils font leur propre jeu aussi. Donc c'est aussi le jeu, enfin, quelque part, les journalistes sont un peu complices d'une certaine manière. Je veux pas mettre voilà, je veux certainement pas mettre le poids sur les journalistes, mais moi je dirais paresseux. peut-être clairement. paresseux. Hein. Moi je dirais paresseux. Pourquoi? Parce que voilà, en quelque sorte, Twitter est devenu le rédacteur en chef finalement. Et ça, pour moi, c'est problématique puisque ça pose la question de la sélection de l'information et la qualité de l'information. On se rend très vite compte de façon que quand on invite un influenceur d'extrême droite sur le plateau TV, ça mène à rien. Pas parce qu'il est idiot ou parce qu'il sait pas se défendre, mais parce que finalement, on sait déjà en fait où il veut en venir. Vous voyez, le fait en soi-même, parfois même, il est même pas intéressant. C'est que, ok, cette personne-là était sous OQTF. À la limite, si on s'en servait pour faire un débat sur la politique migratoire de la France, avec voilà des vrais chiffres, des universitaires qui viendraient expliquer comment on fait, etc. Ça pourrait être intéressant. Mais pour inviter, on va dire, une femme voilée d'un côté et d'un milieu de l'autre et leur dire allez-y, entretuez-vous pour faire du clic, voilà, je veux dire le débat public n'en ressort pas grandi. Et puis finalement, ça crée une espèce de paresse intellectuelle où ça va non seulement déjà mettre de l'attention là où il n'y en a pas besoin, mais en plus, moi qui suis spectateur, qu'est-ce que j'ai appris là-dedans? C'est pour ça que je dis que je suis pas binaire, parce que il y a aucun problème à avoir des débats sur l'islam, sur l'immigration, mais qu'est-ce qu'on met pour débattre? Voilà. Qu'est-ce qu'on met pour débattre? Qui est-ce qu'on met pour débattre? Et en même temps, quand je regarde Hervé Lebras, qui a fait ce bouquin sur le grand remplacement, que j'ai reçu sur le podcast, quand je regarde les vidéos, par exemple, Radio Sud, et je regarde les commentaires, en fait, il a beau se baser sur des stats du CNRS, à beau être un chercheur, les réponses, c'est... de toute façon, on sait que le CNRS, il a la solde de l'État. Donc, en fait, même les faits en tant que tels n'ont pas de valeur, en fait. C'est ça qui est très bizarre. Non, c'est pas bizarre. C'est qu'à partir du moment où vous avez des gens qui sont très dogmatiques, voilà, c'est couru d'avance. Mais encore une fois, je leur jette pas la pierre parce que on pourrait croire que j'ai une dent contre ces militants-là, mais absolument pas. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai un beau proverbe que je partage souvent, c'est ne pas railler, ne pas maudire, ne pas encourager, comprendre. C'est comprendre parce qu'en réalité, il en va de notre avenir à nous tous. C'est ça la réalité. Moi, je n'ai pas envie que demain, je sais pas, comme il a pu avoir à Christchurch en Nouvelle-Zélande, un attentat qui fait 125 morts, et puis derrière, il y a des effets inverses, et ainsi de suite. Enfin, où est-ce que ça mène tout ça, quoi? C'est ça aussi le problème. Voilà. C'est ça la réalité. C'est que c'est pas un jeu, en fait. Lorsqu'on est derrière un clavier, on se sent fort et on se sent intouchable, ce qui est vrai, d'accord? On pourra par la suite d'ailleurs parler des trolls, etc. Mais voilà, parfois ça a des conséquences réelles. Aller aux États-Unis et puis parler avec les services d'ordre et les services de police de l'extrême droite,
eux, là-bas, ils ont des fusillades chaque mois. Hein. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est que ça peut déboucher sur quelque chose qui est vraiment dramatique. C'est pour ça qu'il faut pas être paresseux intellectuellement. Mais je le dis aussi bien aux journalistes que nous écoutent qu'aux militants d'extrême droite eux-mêmes. Ne soyez pas obtus, même si vous avez vos idées, etc. Essayez parfois même d'essayer d'avoir du recul sur ce que vous dites et sur ce que vous écrivez. Il n'est ni dans votre intérêt, ni dans l'intérêt de ce pays que ça se transforme en une espèce de diffusion de son et Champ de de règlement bataille. de compte, que ça soit numérique ou réel. Ça ne peut mener qu'à du mal, tout ça. En parlant de journaliste, je voulais te parler d'Hugo Clément. On en a parlé un petit peu avant d'enregistrer. Pour rappeler les faits, en fait, donc Hugo Clément, qui est un journaliste, qui est un influenceur, en particulier sur l'écologie et sur la cause animale, qui est sans doute le plus gros influenceur en France sur ce sujet, a accepté de faire une conférence, de participer à une conférence organisée par Valeurs Actuelles, qui est un journal zémourien, on va dire, avec Jordan Bardella, autour de l'écologie. Et ça, en fait, ça a généré beaucoup de critiques contre Hugo Clément, évidemment, avant qu'il le fasse, parce qu'il l'a annoncé, et puis surtout après, évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est que, et ça va reprendre un petit peu tous les éléments que tu as dit, donc c'est ça que je trouve intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que lui en a fait un post Instagram et sur Twitter pour se défendre, que moi j'ai expliqué en commentaire, enfin c'est mon point de vue, qu'il s'était fait manipuler parce que c'était prévu, organisé par l'extrême droite qu'il allait répondre et que ce faisant, il avait ouvert une brèche dans la communauté de l'écologie à l'extrême droite, alors qu'avant cette communauté elle était complètement fermée à l'extrême droite, enfin principalement fermée à l'extrême droite je pense. Et donc là en fait en faisant son post, il explique à toute la communauté, à sa communauté mais c'est quand même la plus large, que l'extrême droite s'intéresse à l'écologie. Et ce que j'ai trouvé intéressant, parce que tu parlais des trolls, c'est que du coup je me suis pris des tonnes de commentaires derrière de gens qui étaient contre moi évidemment, mais qui étaient complètement organisés, et c'était évident que ça avait été organisé sur Telegram ou WhatsApp, de gens qui disaient allez commenter bien sûr. et défoncer tous ceux qui sont pas d'accord. Et Bien sûr. Hugo, ce qui est intéressant, c'est que lui, il est resté sur ses convictions de regarder, les gens sont d'accord avec moi. Et il a pas voulu admettre que tous ces gens, ils sont complètement, c'est une armée digitale en fait. Mais j'aimerais bien savoir ce que toi t'en penses de ça. Enfin, est-ce que c'est organisé? Est-ce que c'est moi qui suis complotiste en disant en fait ils avaient prévu le coup? Ou est-ce que, lui se défend en se disant j'ai essayé de convaincre les gens d'extrême droite que la cause écologique était importante. Comment toi c'est quoi ton analyse de ton côté? Valeurs Actuelles qui est la propriété d'un millionnaire arabe. C'est ça qui est marrant déjà, parce que le propriétaire des Valeurs Actuelles s'appelle Iskandar Safa et il est libanais, je crois, franco-libanais ou libanais, franco-libanais. Anyways, alors déjà, je suis un partisan justement du débat et de la nuance. Donc, qui suis-je moi-même pour dire non, il faut pas parler avec ces gens, etc. Moi, ce qui m'a interpellé, c'était le format. Enfin, il faut vraiment être naïf pour croire que dans une espèce de show comme celui-là, parce que voilà, c'est un show, c'est une exhibition, on pensait pouvoir débattre d'écologie. Enfin, pour moi, non. On peut pas parler d'écologie dans un format comme celui-là parce que tout simplement, le débat n'est pas neutre et le terrain n'est pas neutre. Voilà, première des choses. Deuxième des points sur les réactions que tu as pu avoir. Voilà, il n'y a rien d'inhabituel. D'ailleurs, moi-même, je m'attends quand je vais sortir ce livre à prendre des tonnes de commentaires dans la gueule, mais ça fait partie du jeu. Et puis, ce n'est pas que l'apanage de l'extrême droite. Hein. Là, pour la Russie, c'est pareil. Il n'y a pas une seule vidéo qui est publiée sur la Russie où il n'y a pas des espèces d'éloges et de critiques, éloges évidemment sur Poutine et la politique de la Russie, et puis de critiques sur l'OTAN, sur la France qui se met à plat ventre devant les États-Unis, etc. C'est de bonne guerre. Ça nuit, moi je trouve, à la sincérité des choses. Mais voilà, je suis pas pour qu'on méprise, pour qu'on isole l'extrême droite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toute radicalité, d'accord, pour moi, peut être débattue et peut être remise en cause si on accède au débat. Simplement, on ne le fait pas n'importe quand et n'importe où, et encore moins dans un format comme celui de Valeurs Actuelles qui, encore une fois, est complètement orienté et ne cherche pas à débattre, cherche simplement à être légitime. C'est pas la même chose. Eux, leur problème, il est là-dedans, c'est être légitime. Or, lorsqu'on invite quelqu'un comme Hugo Clément,
qui est détesté par les militants d'extrême droite, qu'il qualifie d'homme soja. Voilà, c'est pas un vrai homme. C'est à cause des gens comme eux qui font pas d'enfants que notre civilisation va disparaître au profit des Noirs et des Arabes. D'ailleurs, ils disent pas Noirs et Arabes, ils disent chance pour la France, entre autres. Mais voilà, eux, ils étaient en recherche de légitimité. Hugo Clément a peut-être cru bien faire. Il a raison. Simplement, voilà, on n'enlèvera pas de la tête que ce format-là n'est absolument pas un lieu propice au débat. C'est un show, une espèce de spectacle où on fait semblant de se clasher, mais la réalité, c'est que qu'est-ce qu'il en ressort de ça? Absolument rien. Chacun a campé sur ses positions, des applaudissements. Eux, ils vont pouvoir faire leur com et puis on passe à autre chose. Mais voilà, demain, si Valeurs Actuelles veut m'inviter pour débattre ou parler de mon ouvrage, moi, il n'y a pas de souci. J'ai pas de problème avec ça, puisque je le fais déjà. Simplement, voilà, il y a des conditions et puis, évidemment, il faut qu'un certain nombre d'éléments soient réunis. Mais est-ce que tu penses que j'ai raison ou peut-être que j'ai tort, d'ailleurs, qu'il y a eu manipulation, c'est-à-dire qu'en fait, en l'invitant, il savait très bien que lui allait se prendre... un shitstorm. Pour parler vulgairement des sauts de merde. Et qu'il allait répondre et que ça allait créer une brèche à l'intérieur de la communauté. Enfin, tu vois, pour moi, la réflexion, elle est vraiment là. C'est-à-dire qu'il y a manipulation profonde d'Hugo Clément par l'extrême droite pour intégrer la communauté écolo, défense animale à travers ce clash. Mais peut-être que c'est moi qui suis complètement à côté de la plaque, c'est possible aussi. Difficile de le dire, parce que moi, ce que je vois là, finalement, c'est une espèce de... C'est pas pour débattre qu'ils l'ont invité, il y avait un intérêt derrière. L'intérêt, c'était cette recherche permanente de la légitimité. Est-ce qu'Hugo Clément le savait? Peut-être, peut-être pas, je n'en sais rien. Simplement, moi, je m'attarde sur la finalité et les résultats de cette invitation et de ce débat, c'est que ça n'a pas donné lieu à grand chose, quoi. Si ce n'est, encore une fois, voilà, des tweets, des clashs, des moqueries, et puis, the show must go on. Mais c'est difficile à dire. En tout cas, une chose est sûre, voilà. C'est pas en allant à l'heure actuelle que vous allez débattre. Et puis, par contre, cette manipulation, effectivement, de passer par des causes, on va dire, qui sont complètement transverses, c'est une réalité. Chaque fois qu'il y a la fête de l'Aïd où on sacrifie un mouton, les premiers à être tagués, à être encouragés par l'extrême droite pour réagir, c'est les associations de la cause animale pour dire regardez ce que les musulmans font avec leurs moutons. Voilà. Alors que dans le même temps, les militants d'extrême droite qui suivent, on va dire des virilistes et des personnes qui sont proches de la mouvance survivaliste, à comment égorger un bœuf ou un poulet et survivre dans la nature. C'est ça qui est marrant. Et puis pareil pour les questions de voile. Il n'est pas rare de voir des militants d'extrême droite et des influenceurs dire voyez, vous les féministes, nous devrions être ensemble dans le même camp, puisque le voile est une atteinte à la dignité de la femme. C'est pas le débat, mais force est de constater que dans le même temps, ces mêmes influenceurs vont dire laissez tomber les femmes de France, elles sont complètement gauchistes, elles vont se marier avec des Noirs et des Arabes, aller chercher des femmes de l'Est. Donc c'est ça qui est marrant, c'est que si la question que tu me poses c'est la manipulation est parfois souvent au cœur de l'argumentaire et de l'arsenal numérique de l'extrême droite, la réponse est oui. Sur ce cas-là, je ne sais pas, et d'autant plus que je n'ai jamais parlé avec Hugo Clément ou même à l'heure actuelle, donc j'aurais du mal à avoir une position. Mais pour conclure et pour aller vite sur cette affaire, oui, il faut débattre. Il n'y a pas d'autre moyen, je veux dire, que d'essayer de déconstruire et de nuancer. Sur tous les débats, j'essaye de le faire d'ailleurs, mais simplement, moi, je mettrai des conditions, et un show comme celui-là, que je trouve d'ailleurs ridicule au passage, pour moi n'est pas le bon espace pour argumenter. En plus, vous débattre de quoi en 15-30 minutes de l'écologie, ça n'a pas de sens, c'est pas... Même là, ça fait 1 heure en ligne et j'ai l'impression qu'on s'est encore rien dit. C'est ça, moi aussi, quelque part, j'avoue. Donc, 15-20 minutes, qu'est-ce que tu vas dire? Bref. Une chose que je voulais te demander, parce qu'effectivement, on va devoir s'arrêter. D'après toi, comment on s'en sort? Comment on déconstruit? Est-ce que c'est dans le débat? Moi, j'ai l'impression que plus on laisse de l'espace à l'extrême droite, parce qu'en fait, ce que tu as touché de manière assez juste, enfin, on en a parlé à un moment donné et tu l'as relevé, c'est que les faits qu'ils relèvent sont pas forcément les mauvais faits. En fait, ils parlent de choses. Moi, par exemple, Marine Le Pen, quand elle dit des choses
Il y a des choses qu'elle relève, et je suis d'accord, en fait, Mais bien sûr. avec ce qu'elle relève. Par contre, je suis pas Bien sûr. d'accord avec la solution, mais je suis Bien sûr, d'accord c'est ça. avec le point de vue. Et c'est ça qui est un petit peu technique, que les gens n'arrivent pas à admettre C'est peut-être ça. quand ils sont trop à gauche. Et moi, je suis clairement à gauche, donc je pense que voilà. Mais en tout cas, moi, je trouve que quand Marine Le Pen elle prend la parole, quand il y a des problèmes qu'elle soulève, je suis pas Bien sûr. d'accord. Je pense qu'elle a pas complètement tort. Le problème, c'est dans les solutions. Et alors, la question que je me pose, c'est comment on arrive à désarçonner Mhm. l'extrême droite dans ce contexte de crise auquel tu faisais référence, où les gens Mhm. sont très mal, où les Mhm. politiques font plus ou moins le job, en tout cas plus ou moins bien, et plutôt mal que bien, en tout cas j'ai l'impression, euh, et où ils sont extrêmement puissants en ligne, en fait, et Mhm. très organisés. Eh bien, je vais te répondre très sincèrement, je ne sais pas. Je suis humble sur la question, mais parce que cette question m'avait été posée aussi du temps où j'avais écrit le deuxième livre, comment contrecarrer le discours djihadiste. Bien malin celui qui dira et saura comment faire. En revanche, ce que je peux dire, c'est que oui, isoler ces personnes-là, les considérer comme des parias et leur jeter des tomates à la gueule à chaque fois qu'ils viendront mettre un sujet sur la table, c'est pas la bonne solution. Voilà. La première. La deuxième, c'est que si on fait ça, eh bien c'est simple, on les fortifie dans leur radicalité, et moi ça me fait peur. Voilà. Troisième point, et celui-ci n'engage que moi, mais peut-être que finalement il faut faire l'expérience de l'extrême droite pour voir que c'est peut-être pas une solution d'être aussi radical et aussi dogmatique. C'est ça la réalité. Voilà. Pourquoi est-ce que l'extrême droite était off pendant tant d'années en France? C'est parce que la France a fait l'expérience du maréchal Pétain et a vu ce que ça a donné. C'est ça la réalité. Bon, je pense qu'aujourd'hui, si vous allez dans un pays qui a connu justement l'extrême droite, comme là récemment j'étais à Tirana en Albanie avec un dictateur qui n'était pas spécialement d'extrême droite, mais dans les idées, on va dire, et dans la façon de gérer le pays, euh, envers Oksha, je crois, c'est comme ça qu'il l'appelle, bah, ces gens-là aujourd'hui, ils sont complètement vaccinés. Tout comme si aujourd'hui en Irak, l'Irak a fait l'expérience de l'État islamique, d'un certain nombre de régimes chiites assez radicaux, ils ne veulent plus que la religion interfère dans le débat public. À tel point qu'aujourd'hui, Mais en vous avez Israël, c'est pas vrai. En Israël, c'est En plus Israël, compliqué. c'est l'extrême droite qui est à nouveau là. Alors, c'est complètement différent. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une alliance de la droite, des identitaires et de l'extrême droite pour gagner les élections. Et eux-mêmes, entre eux, ils sont pas d'accord. Donc en fait, cette coalition n'était qu'une façade. Première des choses. Deuxième point, c'est parce que la gauche israélienne est morte. Elle est morte, la gauche israélienne. Il n'y a plus rien en face. Troisième point, c'est parce que, encore une fois, il y a un contexte de guerre qui n'est pas le même. C'est-à-dire lorsqu'il y a un attentat qui frappe Jérusalem, ou Tel Aviv, ou Beersheba, ou Netanya, ou ce que vous voulez. Vous savez, l'être humain, il est primaire, hein. C'est comme l'État islamique, même si je fais pas de comparaison entre les deux, mais pourquoi est-ce que l'État islamique a réussi à se maintenir sur le sol et sur la bande sunnite irakienne? C'est parce qu'ils ont vu dans les combattants de Daesh qui étaient sunnites des sauveurs contre le régime chiite qu'ils trouvaient oppressant à leur rencontre. Donc, bah, très bien, je me répète, mais je vais prendre cet exemple, vous voyez. Encore une fois, dès que Saddam Hussein a été mis dehors du pouvoir, exécuté, etc., ce sont les chiites qui ont pris le pouvoir. Les chiites eux-mêmes qui étaient malmenés sous la dictature de Saddam Hussein. Qu'est-ce qu'ils ont fait une fois arrivés au pouvoir? Ils ont marginalisé la population sunnite, à tel point que même les tribus, parce que là-bas c'est un système tribal, même les tribus qui avaient combattu le régime de l'état Saddam Hussein. de l'ancêtre de l'État islamique en Irak avec Zarqawi ont été eux-mêmes marginalisés alors qu'ils s'attendaient justement à être intégrés au système politique local. Donc ils ont fait des manifestations, ils ont été réprimés, ils ont vu que ça n'a rien donné, et là comme par hasard, par miracle, des combattants sunnites qui disent qu'ils veulent restaurer notre fierté, qui veulent nous donner la protection contre les chiites. Donc forcément, ils ont rejoint en nombre l'État islamique, sauf que l'État islamique, qu'est-ce qu'il proposait? C'était un projet complètement nihiliste. C'était en fait la mort. L'espérance de vie d'un combattant de l'État islamique, c'était 9-10 mois maximum. Donc le problème, c'est toujours celui-là. C'est-à-dire que
il faut pas être dans la réaction, il faut être dans l'action. Et l'action, ça se planifie, ça se coordonne, ça demande un certain nombre de concessions. Et il y a que comme ça, finalement, qu'on arrive à dégager un consensus qui permet de faire avancer un pays. Et moi, c'est ce que je dis à des militants d'extrême droite avec qui j'ai pu m'entretenir, et même certains leaders, c'est que les gars, vous rêvez à quelle heure vous allez envoyer Rachid et Mamadou, qui connaissent le bled une fois par an, vivre là-bas, et après les avoir déchus de leur nationalité française. Mais les gars, vous rêvez. Et puis en plus, vous n'avez pas compris les enjeux qui vont venir, les enjeux climatiques, les enjeux autour de l'eau, les enjeux autour de la guerre des microprocesseurs, de la guerre technologique. Et vous me parlez encore de Barbès et de Rachid qui a volé ton pain au chocolat lorsque t'étais ton goûter lorsque t'étais plus petit. Je sais que je m'égare un peu, mais la réalité elle est celle-là en fait. C'est comme ça. Il y a, quitte à avoir, on va dire, des divergences, autant que ça soit des divergences sur lesquelles on peut vraiment agir. Ne rêvez pas si vous pensez pouvoir déchoir 1 million, 2 millions, 5 millions de Français parce qu'ils ont des origines noires et arabes. Arrêtez de rêver. C'est ça que je dis. Mmh. Mmh. Et pour revenir, là on parlait d'Israël, oui. on a fait un détour, mais par exemple aux États-Unis, Trump, il a toujours ses militants, c'est-à-dire qu'il a eu le pouvoir pendant 4 ans. On voit bien ce qui s'est passé, en particulier ce qui s'est passé avec la cour, bref, les magistrats, et donc la Cour suprême, le fait que la Cour suprême, merci, et donc l'interdiction quasi, pas partout, mais dans beaucoup d'États de l'avortement, et pourtant il a toujours ses militants. Ce qui est fou, c'est que il est toujours très présent et très puissant en fait en réalité. Alors, il y a quand même un certain nombre qui en sont revenus, clairement. Parce qu'ils ont bien vu qu'en fait Trump était non seulement un hypocrite mais en plus un démagogue. Mais ce qui est fou, c'est qu'effectivement il y a toujours cette espèce de base fanbase indéboulonnable, pas parce que Trump est spécialement brillant ou parce que c'est un grand homme d'action, mais parce qu'en fait à partir du moment où vous avez mis une vie entière, de l'argent pour défendre cet homme-là, c'est très difficile d'en ressortir. C'est pour ça que je dis que débattre à coups d'insultes et d'invectives sur Twitter ou sur YouTube, ou de clash interposés, chose d'ailleurs dont aujourd'hui tout le monde est fan, les rappeurs, les politiques, toujours à la recherche de la petite phrase pour essayer de mettre à terre l'autre sur les punchlines. Moi, je trouve ça désolant, mais à un tel point, un manque de maturité qui, moi, m'effraie pour l'avenir de ce pays. Quand on voit que certains politiques essayent eux aussi de faire des vidéos TikTok, etc., c'est grotesque, grotesque. Bref. Donc voilà, il aura toujours sa fanbase parce que ce sont des gens, en fait, qui se désavoueraient eux-mêmes s'ils arrêtaient de soutenir Trump. Alors qu'on a bien vu que il a payé sa maîtresse avec l'argent qui était collecté pour sa campagne ou pour faire ses frais de vie. Et puis Trump, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait ce sont des pauvres. Il faut comprendre quelque chose. Aux States, c'est un pays très violent économiquement. Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez pas vous soigner, vous pouvez pas vous loger. Pour ceux qui sont déjà partis à Los Angeles ou à New York, le nombre de SDF, mais il fait mal au crâne, c'est incroyable. On a vraiment du mal à se dire que c'est présenté comme la première puissance mondiale, le nombre de SDF. Et quand je dis SDF, je dis pas des personnes qui sont en situation de rupture sociale. Il y a même des étudiants de Yale ou de Stanford qui dorment dans des vannes aménagées, faute de pouvoir payer un loyer. New York, j'en parle même pas. Et donc, ce sont les plus pauvres qui sont allés élire un milliardaire qui, en plus, met en avant le mythe du self-made man, alors que son père était un mania de l'immobilier, qui n'a jamais connu rien d'autre que la richesse, l'abondance et tout ce qui s'ensuit. Moi, je dis chapeau, cet homme est un manipulateur de première. Voilà, mais parce que, comme il a dit, do it again, on sort la Bible, on embrasse la Bible, alors ça y est, ça fait de moi un homme pieux. Et un certain nombre de prêcheurs protestants ont dit que voilà, Trump allait annoncer l'avenue du Messie. Enfin, ce que je dis là peut paraître complètement fou, mais allez aux États-Unis, allez sur les forums en ligne américains, vous allez comprendre. Voilà, mais en même temps, pour l'extrême droite, c'est un peu la même chose. Pardon, je te coupe, mais pour l'extrême droite, c'est quasiment la même chose. Je veux dire, Marine Le Pen, c'est une fille de Châtelain. Oui, alors voilà. Marine Le Pen, c'est une fille de Châtelain. Non, ça oui, clairement, Marine Le Pen n'a jamais travaillé de sa vie. Faut arrêter de rêver. Moi, j'ai toujours dit que Marine Le Pen, dans sa déclaration de patrimoine, elle aurait dû mettre qu'elle a hérité d'un parti politique. Jean-Marie Le Pen d'ailleurs non plus ne travaillait pas. Aujourd'hui, les classiques du parti, comme Jordan Bardella ou autres, ne travailleront jamais de leur vie. Il faut arrêter de rêver. Ce sont des gens qui contribuent pas à l'effort économique. Ce sont des gens qui
voilà, ça je l'ai toujours dit, les fertiles mamelles de la République pour les subventions, pour faire travailler les copains avec les boîtes de communication, etc. Donc c'est ça qui est fou. Mais en fait, comme ces gens-là portent l'espérance d'un certain nombre de personnes, forcément, ce n'est plus la personne et ses actions, ses réalisations qu'on va regarder, c'est son discours et ce qu'elle prétend être. Je suis pas certain que l'ouvrier du Texas qui vote Trump ou le redneck vote Trump parce que Trump a fait ceci ou cela. C'est parce que finalement, il est l'incarnation de ce qu'il estime être nécessaire pour le pays. C'est ça le problème. Et encore une fois, ce sont des pauvres qui ont voté pour Trump. Moi, c'est vraiment quelque chose que je ne comprendrais pas. Et en France, on a aussi la chance, entre guillemets, d'être un peu rebelle. Et on a toujours eu cet esprit de contradiction. Ça, c'est quelque chose à laquelle il faut rendre hommage à la France. C'est qu'elle nous a toujours formés à remettre en cause ce qu'on nous disait ou ce qu'on savait. Voilà. Moi, mes professeurs, depuis le début, on a quand même été le pays qui a coupé la tête de l'UCS, qui était quand même l'incarnation de Dieu sur Terre. C'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'on est beaucoup moins mystifié. Et je dirais même que, par exemple, les conneries de développement personnel, au sens, voilà, avec des sens de relaxation, je vais ouvrir ta tête et puis tu vas devenir millionnaire demain, ça marche beaucoup moins en France. Pourquoi ? Parce qu'on a un esprit critique qui est bien plus aiguisé, alors que aux États-Unis, ça cartonne. Ça cartonne. Les conférences de Jésus m'a dit, est venu me voir ce matin pour me demander de prêcher l'apôtre et donner 25% de vos revenus pour créer un nouveau ministère, ça fonctionne très bien. Pareil pour les églises de réveil en Afrique. Tu as le sida, ta femme t'a quitté, donne-moi 500 €, je vais te guérir de ça, au nom de Jésus-Christ. Mais ça, en France, ça marche pas. Je suis désolé. Voilà, ça marche pas, ou en tout cas, ça marche pas bien, parce qu'on a cette espèce de recul. D'ailleurs, ça me permettra de conclure vraiment, parce que moi, ça, encore une fois, je n'arrive pas à m'expliquer comment des pauvres ont pu voter pour Trump, alors qu'il est vraiment l'exact contraire de ce qu'ils sont. Mais comme me l'a très bien dit un ami, les États-Unis, c'est pas la France. Et puis, il faut pas oublier que ils ont construit leur pays sur des valeurs extrêmement libérales, au sens où si tu es pauvre, c'est ta faute. C'est pas parce que t'es riche ou quoi que ce soit. Et là, c'est le moment où je vais promouvoir un peu la France et je conclurai sur ce point-là. Mais moi, je dis toujours qu'un épisode de Breaking Bad en France, ça dure 1 heure. Donc le mec arrive. Tu as regardé Breaking Bad ? Ouais. Tu connais le principe, voilà. Donc comment il s'appelle déjà le personnage principal ? Je pourrais pas te dire. Moi aussi, je me souviens plus. Bref, le mec qui a un cancer, il vend de la drogue pour nourrir sa famille, il lui laisse quelque chose avant de mourir, donc il arrive. En France, il dit j'ai un cancer, ok, pas de souci, donnez-moi votre carte vitale, on va vous soigner. Voilà, Breaking Bad fini en 5 minutes. Voilà, et en fait, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc voilà, en France, on a cette état-providence et cet enseignement qui, voilà, nous permet justement d'être très critiques vis-à-vis de nos dirigeants et de ce qu'on entend. C'est pour ça que les Français grognent tout le temps. C'est parfois une qualité, puisque voilà, il y a une espèce de bouclier idéologique contre, voilà, certaines sectes, certains discours trop extrêmes, etc. Parfait. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Le podcast s'appelle Vlan, donc je veux savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Alors, ouvrir le débat. Vraiment, je lance un appel à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, essayez de déconstruire vos acquis. Essayez vraiment d'objectiver votre subjectivité. Faut pas, voilà, être vraiment dans un extrême où on veut détruire l'autre. Ça, vraiment, ça, c'est ce que j'ai vu, parce que mon travail porte sur les radicalités numériques, que ce soit d'un côté avec les djihadistes ou les militants d'extrême droite. Voilà, il n'y a pas de bonheur, il n'y a rien à gagner en essayant de cyberharceler l'autre, en le menaçant, etc. Il faut arrêter, je suis sûr qu'on peut débattre sur des bases sereines. Et puis là où je voudrais fermer la porte, finalement, c'est à cette idée que on ne peut rien faire, la France est condamnée à chuter, à être minée par les extrêmes, etc., etc. Donc, keep hope. Voilà. Parfait. Merci beaucoup à toi. Merci pour ton invitation, Grégory. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.